En cette année 2021, et c'est inhabituel, le voyage ne commence pas au bout des pistes d'Orly, mais plus simplement au bout du quai de la gare Montparnasse. Alors, cap vers la Bretagne afin d'embarquer à bord du paquebot Le Bello pour une croisière franco-française reliant la Manche à la Méditerranée. Le 6 août 2021, le Bello est à poste, prêt à accueillir ses passagers. Il est amarré au quai du bassin Vauban, dans un décor fait sur mesure au pied des remparts de Saint-Malo. En fin d'après-midi, les haussières sont prestement larguées et le bateau traverse lentement le bassin Vauban avant de se présenter face à l'écluse du Nez. En avant-lente, la manœuvre est prudente et millimétrée, car la largeur de l'écluse ne laisse pas de place à l'improvisation, surtout en cas de fortes rafales de vent comme aujourd'hui. Le bateau reste immobilisé une demi-heure dans le sas, le temps nécessaire pour compenser la différence de niveau entre l'arrière-port et la mer. Au-delà de la jetée, le Bello progresse jusqu'au phare du Grand Jardin qui marque l'extrémité de l'étroit chenal de sortie. Alors que les remparts de la ville s'estompent doucement, le pilote qui avait conseillé le commandant depuis l'appareillage quitte le bateau au bout du chenal une fois sa mission terminée. Selon l'état de la mer, cet exercice est souvent très périlleux. La magie du départ opère immédiatement. Le Bello est maintenant face au large, la croisière commence. Bien loin de la météo estivale qui devait prévaloir en ce début août, la journée commence sous la menace de grains si musclés que la violence de la pluie aplatit la mer, donnant aux vagues des couleurs glauques et des formes adoucies totalement irréelles. Nous sommes en navigation depuis hier soir. Les vents d'ouest prévus sont fidèles au rendez-vous avec la mer en conséquence. Rien de bien violent, mais quelques voyageurs venus ici pour respirer de nouveau le grand air et retrouver le goût du large restent calfeutrés en ce début de matinée, visiblement cueillis à froid par les conditions de mer en ce début de croisière. La compagnie appelle cela voyage en mer.
Plutôt qu'une croisière classique, c'est surtout un convoyage de 9 jours entre la Manche et la Méditerranée. Une centaine de passagers, amoureux de la vie en mer, sont à bord, toujours prêts à en découdre avec l'océan, prêts à se perdre et à rêver face à l'infini, ou plus simplement, prêts à profiter du temps qui passe au rythme du bateau. En fin de matinée, le ciel s'éclaircit. S'il reste encore du vent et quelques belles vagues, l'atmosphère s'assèche et devient plus lumineuse. Timidement, le soleil apparaît enfin. Après avoir longé les côtes de Bretagne, le Bello navigue dans le nord de l'île d'Ouessant et s'engage progressivement dans le trafic maritime commercial qui relie les ports de la mer du Nord et de la Manche à ceux de la Méditerranée et au-delà ceux de l'Asie, mais également les ports d'Afrique de l'Ouest et même ceux d'Amérique du Sud. Tous les navires fréquentant ces eaux empruntent ainsi le même tronc commun allant du Finistère jusqu'au sud du Portugal. Les bateaux ne sont jamais là par hasard. Ils naviguent parallèlement les uns aux autres dans des couloirs bien définis et ne perdent jamais de temps en route. S'ils naviguent beaucoup plus vite que le Bello, le dépassement peut durer plusieurs heures. Ces gros cargos seront ainsi le spectacle permanent de toutes nos journées de navigation, surtout jusqu'à Gibraltar. Même si leur silhouette contemporaine a perdu beaucoup de poésie, les navires, quels qu'ils soient, déclenchent toujours les mêmes rêves. D'où viennent-ils? Et où iront-ils lorsqu'ils auront dépassé l'horizon? L'esprit s'égare en les observant. Au large des côtes d'Espagne, la journée s'achève dans le calme. La température extérieure se fait plus douce, la mer est presque lisse. Tout s'apaise pour contempler le premier vrai coucher de soleil de la croisière. Après des mois de contraintes, ces instants sont un véritable privilège. Levé très matinal pour ne rien rater de l'approche maritime de Lisbonne. Il fait encore nuit et les lumières de la ville matérialisent un nouvel horizon. Lentement, le Bello remonte l'estuaire du Tage avant que le pilote n'embarque à bord et ne guide le bateau jusqu'à son accostage en pleine ville. Au loin se profile la longue silhouette du pont du 25 avril qui enjambe le fleuve. Directement inspiré par le Golden Gate Bridge de San Francisco, ce pont, inauguré en 1966, est un monument à lui tout seul. De par ses dimensions, il semble occuper tout l'espace devant le bateau. Dans l'aube naissante, le Bello glisse silencieusement sur l'eau et la tranquille remontée du Tage devient alors grandiose. Après son passage sous le pont, le Bello longe au plus près la rive droite du fleuve et s'approche du centre historique de la ville. Une suite de jolis édifices témoigne toujours de la puissance maritime et de la prospérité que connaissait le Portugal à l'heure des grandes découvertes des XIVe et XVe siècles. Le navire est en escale jusqu'au début de l'après-midi.
Contexte sanitaire oblige, pas de sortie individuelle autorisée, mais un tour de ville collectif en bus dans le quartier de la Baixa, puis vers les monuments les plus significatifs de Lisbonne. Le plus célèbre d'entre eux est la tour de Belém, édifiée au début des années 1500 dans le plus pur style manuélin. Construite à l'endroit où le Tage se jette dans l'Atlantique, cette tour permettait de défendre la ville et de protéger le port contre les attaques extérieures avant qu'elle ne soit transformée en prison. À peu de distance se trouve le monument aux découvertes qui a été édifié en 1960 sous la dictature Salazar. Cet imposant ouvrage allégorique devait rappeler au monde contemporain la grandeur du Portugal au XVe siècle. Ce monument représente une caravelle sous voile, à la proue de laquelle se tient le prince Henri le Navigateur, mécène des premiers grands voyages autour du monde. Le prince Henri est accompagné par 32 des plus grands explorateurs portugais de cette époque, dont Bartolomé Dias, Vasco de Gama, Fernand de Magellan, pour ne citer que les plus connus. La balade se poursuit par une vision extérieure du monastère des Hiérominites, une construction imposante, toujours de style manuélin, attestant des richesses que le Portugal a pu tirer autrefois des grandes découvertes. Appareillage en tout début d'après-midi pour une nouvelle navigation au fil du fleuve que les Lisboètes nomment également la mer de paille. Cette descente paisible permet d'admirer la ville sous un éclairage différent et de comprendre que le Tage est aussi le poumon économique de la capitale portugaise. Au-delà de la tour de Belém, Lisbonne disparaît dans le sillage avant que le Belo ne retrouve la haute mer et ne mette le cap vers le détroit de Gibraltar. Le Belo a contourné cette nuit le cap Saint-Vincent, la pointe sud-ouest du Portugal, et infléchit sa route vers Gibraltar qu'il devrait atteindre en fin d'après-midi. De nouveau, le Belo est accompagné par de nombreux cargos qui convergent vers le détroit de Gibraltar. Ce passage obligé concentre tout le trafic marchand entre l'Atlantique Nord et la Méditerranée, et par extension le trafic vers l'Asie via le canal de Suez.
Alors que le soleil brillait largement depuis le début de la journée, un voile brumeux s'invite dans la croisière. Ce phénomène n'est pas rare dans cette région à la météo complexe à cause des écarts de température entre la mer froide et l'atmosphère surchauffée au-dessus du Maroc et de l'Espagne. Inexorablement, la brume s'épaissit et la visibilité se dégrade durant la journée pour devenir quasiment nulle en début de soirée. Malgré la faible largeur du détroit, la brume devient si dense que l'on distingue à peine la côte marocaine pourtant toute proche. De l'Espagne, on ne voit rien, et le crépuscule n'améliore pas la visibilité. Cruelle déception de ne pouvoir mieux observer cet endroit si particulier, qui est un véritable carrefour géographique avec la proximité de deux continents, l'Europe et l'Afrique, qui séparent deux mers, l'Atlantique et la Méditerranée. Sur ce navire, un espace pour le moins original a été aménagé dans un style digne des romans de Jules Verne. Un escalier qui semble aspirer le passager vers les abysses mène au salon Blue Eye, situé sous la ligne de flottaison du bateau. Le design de ce lieu déroutant évoque par ses formes le corps d'une baleine. Deux grands hublots en forme d'œil de cétacé permettent de voir la mer défiler sur la coque. Les différents bleus de la décoration ainsi qu'un éclairage adapté augmentent encore l'illusion. Un fond sonore évoquant la vie sous-marine et les dialogues des cétacés favorise instinctivement le relâchement de la pensée et l'évasion cérébrale. Un autre voyage commence alors, transportant le passager dans un monde onirique où de jolies méduses électroniques grimpent le long des parois. Ce n'est plus le Bello, mais le Nautilus et 20 000 lieues sous les mers. Évidemment, les autres espaces du bateau sont aménagés de façon plus conventionnelle, avec une décoration sobre, inspirée du style ethnique, sans clinquant ni fioritures. Imperturbablement, le Bello poursuit sa route et navigue maintenant en Méditerranée parallèlement à la côte orientale de l'Espagne. À 8 heures, le navire dépasse l'île d'Ibiza et à midi, il est par le travers de Majorque. En fin d'après-midi, quelques voiliers et plusieurs ferries reliant les Baléares à Barcelone croisent notre route. Le Bello approche de Marseille pour y faire escale vers midi. La terre se dessine en filigrane dans la brume côtière, puis les contours du littoral se précisent et le paysage se met lentement en place. D'abord les îles du Frioul et le château d'If, et ensuite la silhouette lointaine et caractéristique de Notre-Dame de la Garde qui veille sur la ville. Le pilote embarque à bord et guide le navire jusqu'au port de la Joliette pour accoster devant le musée du Mucem et au pied de la cathédrale de la Major. À peine à quai, la chaleur s'abat sur le bateau. Le soleil tape fort. Le Bello est à quai pour l'après-midi et le temps est compté. Quelques pas suffisent pour rejoindre un lacis de ruelles et d'escaliers qui grimpent à l'assaut de l'ancien et pittoresque quartier du Panier. On semble être au cœur d'un petit village et surtout bien loin d'une métropole grouillante. Quelques placettes ombragées accueillent de nombreuses terrasses de café et de petits restaurants. Une multitude de graffitis décore les façades décrépites d'immeubles vétustes. Ce quartier a une âme et l'inspiration ne manque jamais. Ensuite, passage par le fort Saint-Jean. Depuis le sommet de la tour du Roi René, la vue dominante sur la totalité du Vieux-Port et sa passe d'entrée est époustouflante. Le cœur historique de la cité marseillaise est devenu un vaste bassin de plaisance, mais quel spectacle! Une longue passerelle relie le fort Saint-Jean au nouveau musée. Le Mucem est un vaste cube cerné sur deux côtés par une résille en béton pour le moins surprenante. Opaque vue de l'extérieur, transparente lorsque l'on chemine à l'intérieur.
18h30, les amarres sont larguées et le Bello quitte lentement le bassin de la Joliette pour sa dernière étape vers Nice. Après avoir laissé le château d'If sur tribord, le bateau navigue non loin de la côte, alors que l'agglomération marseillaise s'estompe dans la brume de chaleur. Dernières heures de croisière, alors la pensée s'évade. Ce convoyage de Saint-Malo à Nice à bord du Bello a été pour la majorité des passagers une grande bouffée d'oxygène, bénéfique après des mois de contraintes. Retrouver le goût du large et des horizons infinis fut pour beaucoup de voyageurs une thérapie salutaire aidant à évacuer des mois de frustration. Une volonté de retrouver ses marques, une trêve bénéfique en attendant les jours meilleurs, concrétisant une grande envie de revivre. C'est ce qui est apparu le plus souvent dans les conversations. Inexorablement, le Bello trace son sillage dans la Méditerranée. Dans le petit jour, le feu du Cap Ferrat lance ses derniers éclats pour guider le bateau vers Nice. La côte défile de plus en plus vite. Le soleil levant éclaire tout juste les façades de la baie des Anges. Le Bello est parvenu au terme du voyage et accoste lentement au quai de Port-Olympia. Les haussières sont prestement lancées au lamaneur et le bateau est solidement amarré. Ainsi s'achèvent 9 jours de navigation depuis Saint-Malo, soit un parcours de plus de 2000 milles marins, 3750 km à travers la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Une jolie balade.